Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance, fidèle partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Certains y entretiennent des relations amicales, certains y militent pour leurs idées, d'autres s'y créent un réseau professionnel, d'autres encore y font connaître leur expertise à coups de stories, de trends, de vlogs ou d'hashtags. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables, parfois envahissants, voire même toxiques. Mon invité est un geek, un vrai. Il s'est connecté pour la première fois au web en 1996, comme moi je crois d'ailleurs. On était des pionniers, forts de son expertise en innovation numérique, sociale et environnementale. Ce passionné du digital appelle à tirer le meilleur des réseaux sociaux sans en devenir addict, à y remettre du sens et de l'authenticité de la communication non violente. Dans son livre, paru aux éditions Erol, Réseaux sociaux, mon amour, préfacé par Cyril Dion, ce geek empathique, comme il s'appelle, nous propose ainsi une méthode pour identifier nos vrais besoins et choisir nos réseaux sociaux en conscience. Il nous explique aussi comment répondre aux polémiques et remettre de l'empathie dans nos clics, nos likes et nos partages. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Sébastien Ravu. Bonjour. Bonjour Anne. Alors d'abord, comment ça va ? Ça va, c'est une période à la fois fantastique parce que ce livre et ce travail que j'ai réalisé depuis de nombreuses années sur les réseaux est paru. J'y ai apporté tout mon cœur et aussi d'une certaine manière toute mon expertise. Et puis effectivement, on est aussi au cœur d'un monde qui bouge en permanence avec toute sa complexité. Oui. Donc voilà, les deux s'entremêlent. C'est ça. Alors moi, je suis ravie de te recevoir parce que déjà, on se connaît depuis longtemps. On est dans les mêmes milieux un peu écologiques depuis plus d'une quinzaine d'années. Et puis d'avoir publié ce livre aux éditions Erol parce que je trouvais que c'était vraiment important de mettre en avant ta parole qui est rare et je trouve qui est précieuse justement dans ce monde où on parle beaucoup de réseaux sociaux, évidemment du web, mais aussi de l'intelligence artificielle avec toutes les inquiétudes peut-être et les ombres que ça suscite, mais aussi toutes les belles choses. Et comment est-ce qu'on peut rester finalement empathique ? Et puis, il y a ce côté-là, les uns avec les autres, mais aussi quand on subit, tu me le disais un peu hors antenne, quand on subit des trolls, des haters, etc., comment est-ce qu'on peut se sentir par rapport à tout ça ? Donc, on va aborder tous ces sujets, mais peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné, toi, au départ, envie d'écrire ce livre, voilà, et aussi, à travers ça, de raconter ton histoire ? J'ai observer les interactions sociales qu'on pouvait avoir sur ces réseaux, un peu comme j'observais dans la cour d'école les enfants qui couraient, qui jouaient, qui se chamaillaient. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est d'observer les humains et leurs relations. Et en entrant sur Internet en 96, comme tu le rappelais, puis en m'inscrivant sur les premiers réseaux sociaux que j'avais découverts vers 2005-2006, je me suis demandé finalement qu'est-ce que cette prise de parole en public qu'ont permis finalement les réseaux sociaux à tout le monde, à n'importe qui,
qu'est-ce qu'elle pouvait nous apporter, qu'est-ce qu'elle pouvait générer au sein de notre humanité, de nos relations. Et puis également, à partir du moment où, bien sûr, puisqu'on est humain, ça pouvait clasher, comment est-ce qu'on pouvait réagir à ça? Et je me suis d'abord observé moi-même, et puis ensuite j'ai observé effectivement les confrontations qui pouvaient exister. Et puisque mon ambition dans la communication en général avait toujours été de voir comment la mettre au service de ce monde, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, je me suis aussi interrogé sur la manière dont on pouvait profiter au mieux de ces réseaux et diffuser un maximum d'amour, puisqu'on peut le résumer comme ça, et puis nous préserver et préserver les autres aussi de notre colère, et voire de la haine qui pouvait être générée. Tu navigues sur la toile depuis longtemps et la première fois que tu as eu, je crois, affaire à des trolls, c'était notamment quand tu t'occupais de la campagne pour Cyril Dion, c'était pour son film Demain, je crois. Oui. Tu es proche de Cyril, qui a préfacé, je le disais en introduction aussi, ton livre. Et là, vous vous êtes pris à un moment donné une décharge de colère et de haine, et vous avez été très surpris en fait à ce moment-là, parce que vous essayez forcément d'œuvrer, comme tu le disais, pour le meilleur en réalité. Exactement, en fait, ça venait d'un seul coup contrebalancer le tsunami d'amour qu'avait généré la sortie du teaser du film Demain. Qui avait redonné dans une période qui était complexe déjà, d'un point de vue démocratique. Ça avait donné énormément d'énergie à d'abord aux communautés qui étaient proches de Cyril, celle de Pierre Rabhi, du mouvement Colibri. Il avait bien sûr, lui, initié aussi toute la communication qu'il souhaitait faire sur ce film. Mais lorsque le teaser est sorti, avec l'idée que si on assemblait les solutions qui existent déjà dans le monde aujourd'hui, le monde pourrait être transformé demain. Donc c'était vraiment l'ambition du film, et ça a vraiment suscité un espoir incroyable. En plus, le film n'était pas encore produit complètement, n'était pas complètement réalisé plutôt. Mélanie et Cyril étaient partis dans le monde pour tourner, et l'engouement... Moi, je pensais au départ gérer une campagne stratégique hyper précise pour aller chercher du monde. Et finalement, ma mission a surtout été de répondre à ces dizaines de milliers de personnes qui voulaient participer au film. Et dans chacun de leurs commentaires et dans les réponses qu'on essayait avec mon équipe d'apporter, il y avait effectivement, on essayait de mettre un maximum d'empathie, d'humanité. Et au milieu de cet amour grandissant, une personne est venue interroger la présence dans le teaser du film d'un élu qui, à La Réunion, avait à un moment donné donné un coup de main pour les premières images du film. Mais vraiment, il apparaissait une demi-seconde. On s'est d'abord dit avec la production que ce n'était pas important. Moi, j'ai commencé à lui répondre sur les réseaux. Mais il a finalement été extrêmement virulent. Et il a même, d'une certaine manière, imposé l'idée qu'il fallait supprimer cette personne du teaser. Donc là, on s'est demandé ce qui se passait. Et on a j'ai essayé de le prendre en direct et discuter. Et il m'a expliqué effectivement que la personne en question, cet élu, était d'une certaine manière dans le greenwashing. Je ne sais pas s'il le formulait déjà à l'époque comme ça, mais en gros, que c'était pas du tout quelqu'un de cohérent avec la pensée de Pierre Rabhi, la pensée de Cyril, la pensée du mouvement Colibri. Et c'est parti vraiment en attaque. C'est-à-dire qu'il est allé sur nos réseaux sociaux et aussi sur les réseaux externes liés au mouvement finalement généré par le film pour troller, ce qu'on appelle troller le film. Et en fait, on a fini par s'interroger avec l'équipe et aussi avec Mélanie et avec Cyril et se dire... Mélanie Laurent, oui. Mélanie Laurent, exactement. Que finalement, il avait peut-être en partie raison.
C'est-à-dire que peut-être il avait décelé un loup, comme on dit parfois, dans le projet. Et après une vraie concertation, on a décidé de refaire le teaser, de supprimer cette personne. Et Cyril est venu le remercier en direct sur les réseaux sociaux pour la contribution qu'il avait apportée au film. Et moi, ça a été très fort pour toute la communauté, mais ça a été très fort pour moi, parce que je me suis aperçu qu'un troll, si justement il ne vient pas simplement avec de la violence ou des insultes, mais s'il vient avec quelque chose qui nous touche profondément, c'est sans doute qu'il a un message pour nous. Et ça peut être très dur de l'entendre, mais ça peut être, pas toujours, mais ça peut être extrêmement bénéfique. Et ça, tout l'amour et en même temps la violence générée et ce qui en est ressorti, ça a été pour moi le début de cette histoire et le début de l'histoire de ce livre. J'ai voulu m'interroger sur ce qu'on pouvait faire à la fois pour recommencer à stimuler l'engouement, toute la connexion, l'interconnexion entre les humains qui avait été générée par le film, et en même temps m'interroger sur la posture qu'on pouvait avoir pour répondre à, je dirais, toute forme de violence qui est maintenant en plus en partie stimulée par les algorithmes des réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai démarré mon projet comme ça. Tu parlais de la violence. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans cette communication, que tu décides de te former à la communication non violente? Parce que tu es, je l'ai dit en introduction, tu es un entrepreneur, tu es très engagé sur la question écologique depuis longtemps, tu connais très bien le web, l'Internet. À quel moment tu te dis, tiens, je vais faire une formation finalement sur la communication non violente pour mieux comprendre tout ça, jusqu'à employer ce terme que tu t'es approprié, je crois que c'est toi qui l'as inventé, peut-être avec Vincent Houba, d'empathie digitale, parce qu'il y a vraiment ce terme-là qui est fort. La communication non violente, je l'avais découverte quelques années auparavant, notamment en travaillant avec Christine Lévicki, en lisant son livre plutôt. J'arrête de râler. Exactement, j'avais lu J'arrête de râler et c'était ma première étape dans mon propre développement personnel, mes propres questions. Et en lisant un livre très court de Marshall Rosenberg, je m'étais aperçu qu'effectivement, moi aussi, j'avais un enjeu dans ma communication, et travaillant en plus dans la communication, c'était quelque chose qui était une vraie découverte pour moi, et le principe des 4 étapes de la CNV m'intéressait vraiment. En allant faire un voyage dans le désert et en rencontrant à ce moment-là, puisqu'il l'animait, il le co-animait, Vincent Houba, j'ai aussi découvert sa posture de ce qu'il appelle les architectures invisibles, la communication relationnelle. Et j'ai vraiment continué à creuser, encore une fois pour moi et pour mon métier, cet enjeu de la reconnexion possible avec un être humain lorsqu'on est effectivement, lorsqu'un enjeu, une confrontation survient. Et le film et le community management, tout le travail que je fais sur les réseaux après le film Demain, me révèle un jour. Je sais que c'était une sorte de révélation. Je me suis dit, mais finalement, même depuis 1996, sur les premiers forums de discussion, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaye de faire et de construire dans ma relation, y compris avec des gens avec qui c'est très complexe. Et je me souviens d'avoir appelé Vincent à ce moment-là, je lui ai dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble sur la communication non violente et la manière de l'adapter au digital. On a travaillé, on a tenté ensemble un travail de coécriture, mais en fait c'était à la fois très intéressant et ça ne fonctionnait pas. On s'est dit que le mieux, c'était que je continue sur cette voie et que je continue à creuser ce que je voulais dire justement dans cette CNV adaptée au digital. Et l'idée est d'abord venue d'écrire, parce que effectivement écrire c'est un enjeu, je pense que pour pas mal de gens, moi, d'écrire ma bio, mais ma vie de geek d'une certaine manière sur les réseaux. Et j'ai, en commençant à travailler sur ces sujets, en continuant à m'informer et à réfléchir à ma posture sur la communication non violente, trouvé cette idée d'empathie digitale. Puisque l'empathie, c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans la communication, le marketing web.
notamment à travers une méthode qui s'appelle les personas. On essaye de se mettre à la place d'un interlocuteur et plutôt de se dire on va parler au cadre supérieur ou à la ménagère, cette fameuse ménagère de moins de 50 ans, etc. Tous ces schémas. On imagine des personnes, on imagine qui ils sont, ce qu'elles vivent, ce dont elles ont besoin et on imagine ensuite comment mettre en place une communication pour les toucher, pour répondre à leurs besoins. Donc l'empathie est vraiment présente dans le marketing et la communication web. Et là, l'idée a été d'adapter finalement cette posture sur laquelle je continue à travailler à titre personnel et professionnel sous forme d'un guide qui soit le plus pratique possible, qui embarque aussi finalement les gens dans des réflexions et un nombre incroyable de réflexions que je me fais sur l'utilisation de ces réseaux depuis des années et de formaliser les bases de cette empathie digitale, encore une fois une CNV adaptée au digital. On en est là aujourd'hui, on a besoin finalement d'avoir plus d'empathie au niveau digital parce que les personnes qui vont nous écouter peut-être sont elles-mêmes empathiques, mais elles sont peut-être trollées, elles ont peut-être déjà subi des haters ou elles connaissent peut-être des gens qui l'ont subi, elles ont peut-être un rapport complexe avec les réseaux. En fait, on s'adresse à qui ? À tout le monde, j'imagine aujourd'hui. C'est vrai que le livre, il a pour moi deux grands types de publics. Les personnes qui sont impliquées au quotidien, voire dont c'est le métier, qui s'interrogent concrètement sur leur utilisation des réseaux, mais pas d'un point de vue sociologique, pas d'un point de vue technologique, qui s'interrogent finalement sur ce que les réseaux leur font au quotidien. Des personnes qui travaillent dans le digital, des personnes qui sont très impliquées, des personnes qui sont fans, comme moi, des réseaux sociaux, ou effectivement, ça peut être des influenceurs. J'ai eu des échanges assez intéressants avec des influenceurs sur justement cette forme d'addiction ou cette forme la quantité d'émotions à la fois merveilleuses et en même temps les angoisses qu'ils peuvent avoir dans leur utilisation des réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un premier public du livre, mais exactement au même niveau. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé formidable en discutant, notamment dans des librairies, avec des inconnus ou alors sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ce livre, il s'adresse aussi aux gens qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Je fais une sorte de grand écart entre les deux publics, mais c'est vraiment ce qui m'a été reporté, c'est des gens qui me disaient « j'aimerais comprendre pourquoi finalement on est des milliards à être sur ces réseaux et moi ça me rebute ou alors j'ai arrêté ou j'observe mon conjoint, mes enfants qui sont toute la journée sur ces réseaux et j'aimerais mieux comprendre. » Ou alors une personne, par exemple, qui travaille avec des jeunes de 15 à 25 ans et qui les voit toute la journée et qui, elle, n'est pas du tout sur ces réseaux, qui m'a dit, effectivement, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresse de mieux comprendre pour aussi mieux échanger avec elle ou avec Alors eux. ça s'adresse aussi aux gens, à tout à chacun qui est sur les réseaux au quotidien. Pas forcément que à des professionnels ou à des néophytes. Non, je dirais, ça s'adresse à des fans ou ça s'adresse à des gens qui, effectivement, soit pour différentes raisons, n'y sont pas ou n'y sont plus, en fait. Effectivement, je crois que c'est un livre qui s'ouvre largement sur les publics concernés, d'une certaine manière, par les réseaux sociaux. Tu en parlais un peu tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant de revenir dessus. Tu compares dans ton livre... Tu parlais de la cour de récréation, donc quand on était enfant, tu aimais observer en fait les humains. Est-ce qu'on pourrait dire, dis-moi comment tu scrolles et je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu surfes, enfin voilà, parce qu'il n'y a pas que le scrolling, il y a aussi comment tu interagis. En gros, comment tu utilises tes réseaux sociaux et je te dirai un peu qui tu es. Est-ce que ça reflète véritablement qui nous sommes, la façon dont nous nous comportons ou pas, d'ailleurs, sur les réseaux ? Je crois que le livre démarre par un travail rapide, mais qui est, je pense, très important d'introspection. Il commence effectivement par une proposition qui est de retourner dans cette cour d'école, qui est notre premier réseau social. Finalement, c'est le premier réseau social ouvert. On sort de sa famille, de son quartier, de ses proches, etc., qui d'une certaine manière nous protègent. Et puis on rentre dans un réseau, on va découvrir des inconnus et on va entrer en relation humaine avec eux. Et ce premier travail, ce premier réseau social, il nous apprend beaucoup de choses sur qui on est.
Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on va rester dans cette cour d'école et qu'on ne va pas grandir, collège, lycée, etc., dans la vie et se transformer. Mais en tout cas, on a une première expérience du rapport aux autres et du rapport à la différence, à l'altérité. Ça, c'est quelque chose que je propose au début du livre pour inviter justement à une réflexion sur soi, sur la façon dont on se comporte en le comparant avec finalement qui on est aujourd'hui et dans nos interactions sociales et notamment dans nos interactions digitales sur les réseaux. Ce travail d'introspection, il permet de voir aussi si on est en cohérence, on est aligné entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on partage sur les réseaux sociaux et qui on est dans la vie en face à face, la vie physique d'une certaine manière. Pour moi, rien n'est virtuel dans ces échanges, tout est humain également, mais en gros, voilà, dans cette vie physique, qui on est, comment est-ce qu'on interagit. D'ailleurs, c'est un travail que j'ai fait moi-même. La communication non violente m'intéressait dans mes relations avec mes proches, avec les autres, et elle m'intéressait effectivement dans mes relations sur les réseaux. Mais donc, ce travail de réflexion sur d'où on vient et quelle est notre attitude et notre posture dans n'importe quel type de réseau social. Il y a un chapitre qui parle aussi d'une entrée dans une fête ou une soirée. On est aussi dans une sorte de réseau social. Tout ça, ça peut nous apprendre à nous réaligner avec ce qu'on veut vraiment être et l'appliquer aux réseaux sociaux. L'idée, je crois, en tout cas moi, c'est comme ça que je pense qu'on peut y vivre le mieux possible et avec le plus d'amour et le moins de haine possible. En tout cas, vraiment y vivre mieux. C'est sur ces réseaux, c'est d'être dans une forme de cohérence, sans s'inventer une vie, mais au contraire en étant complètement dans la vie comme on l'est effectivement en dehors des réseaux. Ce qui n'est pas évident toujours, c'est de trouver le bon curseur entre si on est par exemple une personne qui partage beaucoup ou qui se montre plus sur les réseaux, de trouver le bon curseur effectivement entre vie publique, vie privée, ce qui est un peu surconstruit pour donner quand même de belles images et ce qui est vraiment très authentique, et de trouver finalement la bonne distance avec tout ça. Mais un peu comme tu dis, comme on irait à une soirée, demain on se poserait la question de comment je m'habille. Effectivement, si je connais personne ou si c'est un truc un peu guindé, je vais peut-être m'adapter par rapport à si c'est une grosse fête où je retrouve mes potes, où on se tape dans le dos. Enfin, voilà, il y a des codes en réalité à adopter. Donc, est-ce que c'est pareil sur les réseaux ? Voilà, comment est-ce qu'on peut se reposer la question de notre attitude finalement ? Quelle introspection on peut faire par rapport à ça ? Alors d'abord, ce que nous a pas appris, en tout cas en France, notre école de la République, c'est à parler en public. On est plutôt dans une forme de relation individuelle avec le prof, d'échange dans la cour de récréation, mais en tout cas, prendre la parole devant les autres, c'est quelque chose que finalement peu de gens maîtrisent et qui a été d'un seul coup permis par les réseaux sociaux. N'importe qui pouvait prendre la parole en public. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui s'apprend avec des formations, avec des astuces, et qui s'apprend aussi avec le temps. Et c'est pour ça que le livre, dans le livre, je propose un maximum de conseils pour finalement aller chercher d'abord qu'est-ce qu'on veut, de quoi on rêve dans la vie, d'une certaine manière, si on peut aller même jusqu'à une forme de mission, mais la mission, elle peut être tout à fait humble, elle peut être grandiose. Quoi qu'il en soit, elle correspond à chacun ou à chacune. Et s'interroger sur ce qu'on veut dans la vie, c'est aussi quelque chose qui va nous aider à partager sur les réseaux sociaux des messages, des posts, à commenter, à avoir une posture, une attitude qui correspond à ce qu'on souhaite vraiment. Donc effectivement, le livre démarre par cette cour d'école, il enchaîne finalement sur le rêve qu'on peut porter dans la vie, il s'interroge sur les fêtes, il s'interroge aussi sur finalement la manière dont ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne sur les réseaux et comment faire attention à ne pas se laisser embarquer quand ça fonctionne très bien ou quand il y a un maximum de likes. Et à l'inverse, effectivement, quand d'une certaine manière on n'est pas compris ou on rentre dans des interactions qui nous plaisent pas, qu'est-ce qu'on peut faire justement à l'intérieur pour
encore une fois, se réaligner et redémarrer effectivement sur le bon pied, Oui. avec le clavier, en tout cas. Avec les bons doigts. Avec les bons doigts, exactement. Pour ensuite rentrer à nouveau dans une phase positive et qui nous fait du bien, parce qu'on n'est pas là, effectivement, pour se faire du mal. Moi, je vois combien de personnes me disent, d'une certaine manière, à un moment donné, souffrir des interactions qu'ils peuvent avoir, ou alors avoir des peurs. J'ai entendu beaucoup de femmes me dire qu'elles avaient peur d'interagir sur les réseaux parce qu'elles avaient peur de se faire rembarrer, d'avoir des remarques sexistes, méchantes, violentes, etc. Et en fait, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, comme me l'a dit un des lecteurs, c'est pas un livre d'ingénieur, c'est pas un livre de sociologue, mais c'est un livre qui parle de toutes les émotions que génèrent nos interactions sur les réseaux. Et c'est à cet endroit-là que je propose de travailler pour, encore une fois, vivre mieux et vivre bien sur ces réseaux. Est-ce qu'on est moins empathique quand on est sur un réseau? Est-ce que finalement, le fait d'être caché un peu derrière un écran, on le voit quand on scrolle un peu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent ça. Si vous deviez le dire en face d'une personne, jamais vous pourriez tenir ce genre de propos. Qu'est-ce qui fait que humainement, en fait, on est caché derrière un écran et donc on s'autorise des choses qu'on s'autoriserait peut-être pas dans la vie de tous les jours au naturel? Il nous manque, en fait, dans cette interaction qui passe beaucoup encore, même sur la plupart des réseaux, par le clavier, par l'écrit, il nous manque tout un tas de sens, en fait. On a une interaction humaine qui passe par 140 caractères sur X, ex-Twitter. On a une image et puis le partage d'un post de quelqu'un d'autre avec un petit commentaire sibyllin, etc. Et ça, effectivement, ça ne peut pas définir une personne. Donc, on n'a pas l'odeur, la vue, l'ouïe, on n'a pas la voix, on a, dans la plupart des réseaux, en tout cas, on a pas la nuance, quoi. Exactement, on n'a pas la nuance. Donc, en fait, c'est d'ailleurs ça qui m'a passionné, c'est comment, de cette communication non violente qui se déroule en face à face, où effectivement, on peut utiliser toute notre humanité, comment, avec simplement l'écrit, je vais pouvoir tenter, réussir à comprendre la personne, peut-être à partir simplement d'un commentaire d'une dizaine de mots. Je vais pouvoir me reconnecter avec cette personne, encore une fois, pour construire des choses hyper belles. Et ça, c'est aussi ce qui se passe. C'est un point qui est hyper important, sur lequel je veux insister, c'est que depuis que les réseaux sociaux existent, il y a des choses merveilleuses qui se sont passées dans le monde grâce à ces réseaux sociaux, grâce à la diffusion. Mais si effectivement on a des difficultés régulières, c'est qu'effectivement on ne peut pas définir une personne par une phrase. Donc l'idée, c'est encore une fois une série de conseils pratiques, une série d'étapes, comme le propose la communication non violente, mais effectivement complètement spécifique au digital, pour d'abord respirer avant d'écrire, ou une fois qu'on a effectivement eu des interactions, se réaligner et puis se relaxer avant de répondre à ce qui est partagé sur les réseaux. Mais même le faire également quand on lance un post, c'est-à-dire se dire mais quelle est mon intention dans ce que je vais partager, de quoi ai-je besoin et de quoi a besoin aussi cet auditoire. On n'est pas sur une île déserte sur les réseaux sociaux, donc finalement avoir une intention pour les gens qui vont nous lire. Qu'est-ce que je vais leur apporter? Ma sœur me disait beaucoup en communication, il faut répondre à la question pourquoi on me parle. C'est-à-dire que votre auditoire doit se dire mais pourquoi est-ce qu'il prend la parole? Il doit pouvoir répondre facilement à cette question, ou relativement facilement. Et à partir de là, dans les interactions qu'on va mettre en place, s'interroger sur ce que ça réveille, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai réveillé et qu'est-ce que les autres réveillent en moi. Ensuite, de manière très concrète, une série de techniques et de conseils si jamais ça frotte un petit peu, ou si simplement on a besoin de préciser Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple concrètement quand ça frotte un petit peu pour aider nos auditrices? On peut commencer par poser des questions. Oui. Est-ce que éventuellement essayer de reformuler ce qu'a voulu dire la personne? Est-ce que vous vouliez vous dire, ou est-ce que vous vouliez dire par exemple que voilà, qu'est-ce que vous entendez par etc., une phrase qui a été, ou un mot qui a été utilisé par l'interlocuteur.
Au lieu de juger, voilà, au lieu de partir dans un jugement, voilà, d'essayer de comprendre en fait ce que la Exactement, et éventuellement dire « je ne comprends pas ce que vous dites ». Oui. Et là, effectivement, il n'y a pas de jugement. Oui. Sortir de la morale, c'est une des bases de la communication non violente dans l'échange, c'est-à-dire enlever tous les mots qui seraient liés à de la morale, ou à déconsidérer, visant à déconsidérer l'interlocuteur. Donc simplement commencer par poser des questions. Là, effectivement, il y a une connexion qui est possible, une reconnexion qui est possible. Et puis, à un moment donné, si on s'est laissé embarquer, parce que nous aussi, on peut être les trolls des autres, Oui. ne pas hésiter à dire « pardon ». Je n'avais pas compris ce que vous vouliez dire. Oui. Ou, ah, désolé, j'ai cru autre chose. Merci de l'avoir précisé, etc. Et ça, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est une sorte de clé extrêmement simple et magique que j'ai vécue, mais un nombre incalculable de fois sur les réseaux. C'est, voilà, désolé. Pardon, je me suis trompé. Eh bien, ça désamorce Bien sûr. le pire des trolls. C'est incroyable. Donc ça, c'est reconnaître, en fait. Oui. Exactement, le principe de la validation que j'ai aussi étudié dans des circonstances personnelles ou professionnelles. L'idée de, voilà, si un cri du cœur gorgé d'émotions est partagé par quelqu'un, lui dire simplement « je valide, j'ai entendu ce que tu disais ». Même si... personnellement, ça peut me choquer, ça peut être dur pour moi. C'est quelque chose que, d'une certaine manière, je n'accepte pas parce qu'on dit aussi des choses extrêmement dures sur les réseaux. Mais en tout cas, j'ai entendu ce que tu ressens. Et ça, c'est une étape qui est aussi un truc qui est aussi extrêmement efficace. Et à partir du moment où on a entendu, où on a posé des questions, on a clarifié, ou voire on s'est excusé parce que nous aussi on était un peu monté dans les tours. Là, la relation est possible à nouveau. Et ça, je le teste très concrètement avec des gens qui peuvent être mais diamétralement opposés aux idées et aux valeurs que je défends. Et je dirais que cette posture, que j'ai même entendu un philosophe définir comme s'oublier soi-même d'une certaine manière dans ses représentations, ses jugements, etc., c'est incroyable tout ce que j'apprends avec. C'est-à-dire que toutes les représentations qui sautent. Je raconte souvent l'histoire d'un partage que j'avais fait sur un réseau pour soutenir l'action de SOS Méditerranée qui va sauver des réfugiés en mer Méditerranée. Un type qui est venu et puis qui m'a dit « Ouais, c'est bon, le bobo bien pensant, on vous connaît, quoi. Les bobos bien pensants. » Il disait ça à toi? Il me disait ça à moi, effectivement. Alors, ma première réaction, effectivement, ça a été de me dire, voilà, encore un hater, je vois où il se place sur l'échiquier politique, etc. J'imagine, effectivement, toute la colère et la haine qu'il peut avoir chez lui. Bon, finalement, je redescends, moi aussi. Je m'interroge. Je sais qu'il m'a touché parce que, oui, moi... d'une certaine manière, j'ai des engagements écologiques, sociaux, environnementaux. Je suis pas du tout à plaindre, etc. Donc, il me définit comme un bobo, mais ça, voilà, ça me pique un peu, quoi. Il a d'une certaine manière bien vu. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me pique. Un bon troll, c'est celui qui sait où piquer. Et puis derrière, il me dit bien pensant. Donc, en gros, défendre les réfugiés, ça serait bien pensant. Je l'interroge. En lui disant, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, démarre une discussion qui m'a un peu bluffé, puisque je découvre que ce mec est travailleur social et que au quotidien, il accompagne des personnes, des familles qui sont sans papier, qui sont à la rue, qu'il faut accompagner dans leur insertion, qu'il faut reloger, etc. Et comme il sent que je l'écoute, il finit par me dire « Mais vous vous rendez pas compte du travail que nous on fait et c'est pas vous qui vous en occupez d'accueillir ces familles et de gérer effectivement leur vie. Ils sont complètement perdus en France, etc., etc. » Et en fait, finalement, je découvre une autre réalité et je comprends pourquoi il est venu s'agacer de
mon ambition pour la solidarité internationale et effectivement tout à fait naturel d'aller sauver des gens qui sont en danger de mort. Et ça effectivement, ce genre de relation et ce genre d'expérience, quand je passe mes représentations, j'apprends énormément de choses sur la diversité des gens, la diversité des vies, le côté justement qui me gênait beaucoup dans le marketing classique d'avant du XXe siècle, qui consistait à mettre les gens dans des cases. Là, aujourd'hui, je dirais, il n'y a plus de cases. Ouais, puis tu es d'accord aussi pour qu'on te tende un miroir et te regarder dedans et de dire, tiens, finalement, c'est intéressant, ça m'aide à faire ce travail d'introspection, si tant est qu'effectivement, ce ne soit pas dans une haine gratuite. Parce que, voilà, là, c'était une petite phrase un peu assassine en passant, mais qui n'était pas, je dirais, dans l'échelle trop méchante. Non. Et puis, si tant est que ce soit vrai, que ce soit pas diffamatoire, on est d'accord, parce qu'il y a aussi des limites. C'est-à-dire qu'après, on peut pas être tout le temps en train de se dire c'est de ma faute, oui, j'ai été un peu trop bobo, je fais ma thérapie. On peut le faire et creuser, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, parfois, il faut stopper le truc, on est d'accord. Complètement. Mais cette idée c'est l'idée qu'il y a dans la communication non violente et c'est exactement la même chose dans l'empathie digitale. L'idée, c'est d'abord de se faire du bien, c'est-à-dire s'interroger sur qu'est-ce que je ressens, c'est se dire, bon, à un moment donné, je vais me détacher de voilà, ça fait monter un peu, ça me fait monter un peu dans les tours, ça me fait monter un peu dans une forme de colère, mais finalement, je sais que si je me laisse embarquer dans le truc, ça va me faire du mal. Donc moi, je dirais, c'est ce que je me suis toujours dit sur ces formes de communication, c'est d'abord égoïste, c'est pour éviter de rentrer dans la colère, ça me fait du bien. Après, effectivement, l'idée d'aller interroger ce que me fait ce troll léger ou extrêmement virulent, c'est l'idée d'apprendre des choses et de comprendre effectivement la société française. Ça, c'est une appétence que j'ai aussi particulièrement parce que j'adore les interactions sociales. Mais l'idée, c'est surtout pas de se flageller, bien sûr. C'est encore une fois de voir comment est-ce que on va sortir, une fois qu'on va sortir de ces réseaux, qu'on va lâcher son téléphone, qu'on va lâcher son ordinateur, de pas se retrouver effectivement dans un état qui est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe à prendre ces téléphones ou ces outils comme pour plonger dans un univers sur lequel on va découvrir des choses, on va avoir des likes, on va chercher des likes et en même temps on va en partager aussi, mais on va avoir des informations, on va rire, il va se passer plein de choses et plein de choses qui peuvent être positives. Et en même temps, on commençait à rentrer dans une forme d'addiction, dans le scroll infini, etc. Et finalement sortir et lâcher ces outils en se disant bon, qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 heures, 3 heures, etc. C'est vraiment le sentiment du boulimique ou de la personne en fait qui est dans son addiction, qui s'est gavée de quelque chose, que ce soit n'importe quelle addiction. Et ensuite, on sait bien qu'on en ressort avec un sentiment de pas bien, quoi, en réalité. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment ce que je veux proposer, encore une fois, à travers un cheminement pratique en une 30aine de chapitres qui interroge différentes dimensions de notre utilisation des réseaux sociaux. Moi, mon ambition, c'est pas de faire le bien de l'humanité, même si je veux, d'une certaine manière, y contribuer, mais c'est d'abord que les personnes qui lisent le livre et qui vivent cette expérience puissent sortir et sortir des réseaux, mais aussi les utiliser au quotidien avec le sentiment qu'ils sont dans une forme de cohérence et qu'ils ont appris des choses, qu'ils se sont divertis, qu'ils ont contribué à des causes, qu'ils ont et quelle que soit leur cause, et je porte aucun jugement là-dessus, c'est-à-dire que derrière ce qu'ils défendent, ils aient pu le défendre vraiment. C'est d'ailleurs une idée qui m'est venue en écrivant le livre, c'est l'idée de se lancer un défi, de ne cliquer, de ne poster ou de ne cliquer que sur des choses qu'on aime vraiment et pas sur des choses qu'on déteste, pas sur des choses qui nous horripilent, etc. Et ça, ce petit exercice, vous pouvez le tester, les auditeurs peuvent le tester assez facilement. En fait, finalement, on s'arrête quelques secondes avant de cliquer sur like en se disant « est-ce que j'aime vraiment ?» ou « ce que je vais dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que je ressens, ou alors c'est simplement parce que je suis agacé, ou parce qu'un tel l'a dit, ou parce que je veux répéter, ou je veux partager simplement une information. » Et ça, cet exercice d'alignement, encore une fois, l'idée c'est de se faire du bien.
Est-ce que ça dit beaucoup de nous dans notre rapport à la validation extérieure, à l'amour, à ce qu'on cherche en réalité? On parlait tout à l'heure, je disais, dis-moi comment tu te comportes sur Internet et je te dirai qui tu es. Donc il y a vraiment cette idée en fond que tu développes aussi dans l'ouvrage c'est notre rapport à la reconnaissance finalement, à l'autre, c'est à l'altérité qui est mis en condensé finalement sur les réseaux. Effectivement, je pense qu'il faut accepter ça et c'est quelque chose qui est, je crois que tu le dis aussi, c'est profondément humain. C'est cette idée d'être reconnu et de sentir que ce qu'on est, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on commente, à un moment donné, touche le cœur d'autres êtres humains. Le cœur, l'esprit, le ventre, les besoins, voilà, l'amour, et puis effectivement la raison. Tout ça est touché par d'autres. Ce que j'ai proposé à toucher d'autres êtres humains, et à un moment donné, cette validation que peut-être je n'ai pas dans ma vie quotidienne parce que je peux être seul ou alors effectivement je peux être en conflit avec d'autres personnes autour de moi. Ça peut être quelqu'un qui est dans une famille qui correspond pas du tout, qui rejette, qui est d'une certaine manière qui est pas à l'aise, ou alors ça peut juste être quelqu'un qui a effectivement qui sent qu'il ou elle a un grand projet et qui a besoin de le partager. Enfin, on est dans toute notre diversité, on a besoin. Et on peut aller sur ces réseaux sociaux, tester et valider, en partie en tout cas, ce qu'on a à proposer et ce qu'on est. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi formidable et qui a été permis par les réseaux sociaux. C'est qu'auparavant, il fallait une sorte de parcours du combattant, via des écoles, un réseau, etc., rentrer dans un univers médiatique pour, à un moment donné, se sentir reconnu. Et aujourd'hui, combien d'indépendants, d'humoristes, d'influenceurs, d'activistes, d'entrepreneurs ont réussi à déployer leur activité grâce à effectivement la validation de toutes ces personnes sur les réseaux qui ont reconnu à un moment donné en eux une forme d'expert, en tout cas, même si c'est pour une micro-influence ou une macro-influence, une forme d'expertise. Et ça, c'est effectivement très, très gratifiant pour un être humain, parce que au quotidien, tu parlais tout à l'heure de la prévention, mais il y a des films qui ont montré qu'est-ce qui se passerait si le réseau social était dans la vie en physique. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de gens finalement qui nous disent c'est génial et qui nous lèvent le pouce pour nous valider. On a peut-être aussi pas mal de gens qui nous disent non, je suis pas d'accord, etc., etc. La contradiction, notamment en France, c'est un sport aussi national. Donc oui, là, j'allais dire en France, parce que c'est vrai qu'il y a des cultures qui sont plus encourageantes. On pense à la culture anglo-saxonne ou américaine, alors peut-être dans un excès, mais qui peut avoir ce côté positif de dire « Yes, go for it, vas-y, c'est génial, t'as du talent », même si c'est pas toujours avec du fond, mais peu importe, au moins ça nourrit quelque chose. Complètement. Ces réseaux sociaux, ils sont principalement nés aux États-Unis. Maintenant, ils viennent aussi de Chine massivement. Mais en tout cas, dans la culture américaine, ce truc du pouce pour dire que c'est super, c'est quelque chose que moi j'ai toujours trouvé génial. Il y a des choses qui me dérangent dans la culture américaine, mais alors certainement pas l'esprit d'équipe et l'esprit de motivation et de mobilisation qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont amené à travers ce pouce de Facebook. Ça, c'est très clair. Et et je crois qu'on en avait besoin parce que alors, il marche dans un sens, mais dans l'autre, parce qu'il a quand même son corollaire. Ah, exactement. Mais effectivement, Facebook a simplement proposé une émoticône en colère. Mais le pouce, en tout cas, ce symbole du pouce qui a été utilisé après partout, sur quasiment tous les réseaux sociaux, en tout cas, ou les cœurs derrière, c'est quelque chose dont on avait, je pense, besoin en France, parce que je crois beaucoup à notre esprit critique et notre capacité d'introspection, d'échange, de discussion pour prendre des décisions. Oui. Ça, parfois, c'est un petit peu long. Mais je crois aussi que l'idée qu'on se soutienne mutuellement, c'est quelque chose, et qu'on essaye de trouver des dénominateurs communs, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la société française. On s'approche de la fin de cette émission, Sébastien. Je me souviens d'un artiste ou d'un rappeur célèbre qui disait pour 1000 commentaires positifs, il suffit qu'il y en ait un négatif, et en fait, je le prends tellement personnellement.
Et c'est vrai qu'on peut se retrouver aussi dans cette posture où on se dit j'ai été validée plein de fois, un peu à l'américaine, j'ai du soutien. Et puis là, d'un seul coup, je me suis pris un commentaire acerbe et ça vient quelque part parce que le cerveau humain est fait comme ça, qu'en fait, il sélectionne et qu'on sait que, par exemple, dans nos pensées, on a beaucoup plus de ruminations négatives que positives, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance quand on sent qu'on a pris quelque chose à cœur pour pas forcément en faire justement une affaire personnelle, comme diraient certains auteurs bien connus dans le domaine de l'introspection. Je crois que le principe de l'accueil, qui a dû, dans ton podcast, être aussi maintes fois traité, c'est quelque chose qu'on est obligé d'apprendre à faire sur les réseaux sociaux. Il y a même un chapitre du livre qui s'appelle, en gros, qui propose de voir ce qui se passe quand on ne nous comprend plus sur les réseaux sociaux, quand il y a une déconnexion. Et je dirais que la première étape, c'est de comprendre la fluctuation complète de cet amour et de cette haine, finalement aussi en permanence sur les réseaux. C'est-à-dire que ce post sur lequel tout le monde s'était emballé parce que je pense on y avait mis énormément de cœur, énormément d'énergie, et puis on avait aussi invité d'une certaine manière derrière les personnes à agir, à aller sur un site, un projet, une idée, etc., et à s'embarquer. C'est effectivement ce qui fonctionne bien en général. Ce post, il a hyper bien marché, et puis le lendemain, dans un autre état, dans un autre temps, un post fonctionne pas, voire effectivement, comme tu le décris, un post arrive et ruine tout. Je crois qu'il est à relier encore une fois à cette notion d'accueil et de compréhension des fluctuations humaines qu'il y a dans ces réseaux sociaux. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les influenceurs sont, comme tu le décris aussi, sont en permanence dans cette angoisse, un petit peu comme l'étaient les stars qui se demandaient si on allait aller voir leur film. On est projeté et propulsé dans un star system potentiel, en fait, avec ces réseaux sociaux. Et l'idée de se préparer intérieurement, puis de réfléchir finalement à ce qu'on porte et de derrière partager à la fois de l'amour et en même temps savoir aussi avoir des techniques très concrètes qui sont décrites dans le film pour affronter des formes de violence avec un process spécifique, va nous permettre, lorsque ce commentaire acerbe ou lorsque cette attaque survient, de relativiser en fait ce qui vient de se passer. Et puis, je dirais que on n'a pas forcément le temps de répondre à 1000 commentaires positifs, mais on peut avoir le temps de répondre à ce commentaire-là en particulier et d'interroger la personne, voire d'interroger, de se remettre en connexion avec cette personne pour, encore une fois, avec un premier objectif qui est de s'apaiser à l'intérieur. Oui. Et c'est ça que tu proposes et qui est vraiment intéressant, d'aller à la découverte aussi de ce message authentique, de la reconnexion. Comme tu dis, dans ton livre, il y a toujours un cadeau derrière l'épreuve, même dans un simple échange sur les réseaux. On n'oublie pas non plus de prendre soin de soi, tu dis. C'est d'abord ma gueule et pas tout pour ma gueule. J'aime bien quand tu le dis, parce qu'il y a toute cette tendresse aussi que tu mets là-dedans. L'idée, évidemment, n'est pas de dire... mais c'est un peu comme quand on est en avion, on dit je peux prendre bien soin des autres si d'abord je prends soin de moi, je mets mon masque en premier. On le dit pour les gens qui prennent l'avion, même si c'est pas forcément une bonne incitation, mais c'est une métaphore de dire je prends soin d'abord effectivement de ma colère, de comment je me sens à l'intérieur pour pouvoir ensuite échanger de manière convenable. En tout cas, je crois que c'est ça vraiment ce à quoi invite ton livre, à cette introspection. Et c'est vrai qu'en repréparant cette interview, ça m'a permis de me réinterroger à nouveau sur ma communication digitale, de me redire à chaque fois, pourtant je le connais bien ce livre, mais de me redire
tiens, j'ai mis ça et pourquoi je le fais ? Dans quel sens en fait je communique ? Est-ce que je suis dans une forme d'empathie digitale ou est-ce que simplement de manière mécanique je cherche à faire des choses parce que comme on a une grosse communauté, il faut faire des choses. Donc c'est comment chacun peut se refaire ce petit travail en tout cas d'introspection, et ton livre y invite vraiment. Donc merci infiniment pour ça, Sébastien Ravu, avec ce magnifique mot aussi d'empathie digitale. Je rappelle le titre de ton livre qui s'appelle « Réseaux sociaux, mon amour », qui est préfacé par Cyril Dion et qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.